Il y a quelqu'un qui va nous éclairer sur ça, sur ce côté beaucoup plus fragile que l'image que vous avez. C'est Yvan Le Bolloc, qu'on connaît bien à la télévision, que vous connaissez bien. Il est à vos côtés au front de gauche. Il n'est pas loin. Il m'a offert un caban, je vous le dis pas. Bah, il est avec nous. Bonsoir Yvan Le Bolloc. Ah bon? Bonsoir. Merci d'être là. Yvan Le Bolloc, qu'on sait... Mais t'es où, là? À côté. Bah moi, j'aurais bien voulu venir me glisser sur le sofa, mais on m'a fait comprendre que c'était un single. Ah bah, il vaut mieux, hein, dis donc. Parce que t'es pas tout petit, toi, hein? Yvan, vous étiez à Hénin-Beaumont quand Jean-Luc Mélenchon J'ai accompagné... a subi l'échec. Comment il ouais. était écrasé par ce qui venait d'arriver? Ce qui me touche par-dessus tout, c'est le courage que tu as, Jean-Luc, à affronter la défaite. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ta défaite, c'est aussi la nôtre. Quand tu pleures, c'est nous qui nous mouchons. Quand tu tombes, c'est nous qui allons nous relever derrière. Ta peine, c'est la nôtre. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de l'affronter comme tu le fais, en fait. Parce que quand tu viens et que tu fais appel à la République, celle qui risque d'être salie, et que tu pleures, et que c'est le corps qui prend le dessus, eh bien, on partage ce désespoir, on partage cette peine. Aujourd'hui, tout le monde pleure à la télévision. Chez les hommes politiques, c'est déjà beaucoup plus rare. Et il faut aller jusqu'au parti de gauche pour voir ça. Et il faut voir Mélenchon se prendre une bâche. Alors que les autres sont dans le... Voilà, je pense que les autres, ils sont plus dans le contrôle de soi, ce sont des machines de guerre, les hommes politiques. J'en entendais un encore avant-hier qui disait un homme politique, tant qu'il est en vie, il n'est pas mort. Et il peut revenir. On comprend bien, restez avec nous Yvan, je veux juste prolonger ça. Ce que vient de dire Yvan, on a bien compris ce que ça... Oui, mais le Bolloc, là, le Bolloc, ce qu'il dit, c'est très important, parce que moi, ça m'aide. Vous comprenez? Je me dis, à l'autre bout, il y a le Bolloc. Et ça me crée un devoir, tu vois, ça me soutient. Ça me touche beaucoup, ce que tu dis. Ben, je l'ai bien vu, et c'est là-dessus que je voudrais pouvoir prolonger. On comprend, parce qu'il y a le Bolloc et tous les autres, ça vous aide à continuer, mais est-ce qu'il y a des moments, malgré le Bolloc et tous les autres, vous avez envie de lâcher? Ben, je suis comme tout le monde, il peut m'arriver d'être très fatigué. Et de me dire, mais pourquoi je cours comme ça tout le temps? En plus, vous courez sous les pierres, hein. Bon. Alors vous allez à un endroit, vous n'êtes pas à l'autre, ah, il n'est pas là. Personne ne dira, mais il est là. Non, non. Donc c'est sous les pierres. Bon, bien sûr, de la fatigue, mais je ne sais pas. Je pense que c'est une forme de passion. J'ai de la chance, vous comprenez? Je ne suis pas à plaindre. Jean-Luc Mélenchon, montrer comme ça ses faiblesses, est-ce que vous considérez que c'est une force? Mais quelle faiblesse? Bah, quand vous pleurez, c'est une forme de faiblesse. Je ne pleure pas, j'ai les yeux humides, c'est pas pareil. Bon, non, vous pleurez là. Ah bon? Mais non, c'est pas une faiblesse. C'est une manière d'exprimer la douleur que l'on ressent. Oubliez-moi, c'est pas moi qui parle. C'est la chose souffrante devant la France magnifique, à mes yeux souillés ce soir-là. Yvan, est-ce que c'est une faiblesse ou une force? Une force. Une force. Ce qui vous rapproche aussi, Yvan, c'est la musique, la vôtre. On vous connaît maintenant, aujourd'hui, évidemment, avec la musique tzigane. Vous voulez bien qu'on Gitane. Gitane, pardon. C'est pas pareil. Vous voulez bien qu'on en passe un extrait? Ah, mais avec plaisir. Nous avons mis le rame dans nos guitares et dans nos voix. Ils chantent encore. Ça évoque quoi pour vous, Jean-Luc Mélenchon? Ma fille. Cette petite voix aigrelette qu'on entend derrière. Vous dites ça évoque ma fille. Oui, quelque chose qui serait fragile et beau, et que j'aimerais, comme on aime nos enfants, on les aime sans fin. Ça baisse jamais, c'est la seule forme d'amour qui baisse jamais. Jean-Luc, votre fille, vous en parlez. Elle milite au front de gauche. Son mari aussi. On a un peu l'impression
c'est un peu une secte autour de vous. Est-ce que vous pouvez imaginer... Vous êtes gentil. Ben non. Est-ce que ça aurait pu être autrement? Oui. Oui. Nous aimons tous nos enfants de la même manière. Enfin, je veux dire, nous les aimons tous avec intensité. Si ma fille avait fait d'autres choix, je n'aurais pas pour autant cessé de l'aimer. Et non. Et elle le sait parce qu'elle a fait ses choix librement. Elle n'a pas toujours été une militante. Je veux dire, elle n'a pas toujours été une militante. D'autre part, quand elle s'est impliquée politiquement, elle était davantage écologiste que socialiste. Et elle l'est restée d'ailleurs. C'est plus une humaniste globale qu'une bolchevique. Hein. Même si, les chats font pas des chiens. Nous sommes des gens de conviction dure. C'est-à-dire âpre. Sauf que les gens qui sont autour de vous... On va d'abord remercier Yvan Le Bolloc. Merci Yvan, merci beaucoup merci, Yvan. de nous avoir éclairé de la... Merci du bien. Merci beaucoup. Sauf que, Jean-Luc, les gens qui sont autour de vous disent il est quand même entouré de gens qui pensent comme lui. Vous auriez eu du mal, par exemple, à partager votre vie. Vous avez eu des compagnes successives avec quelqu'un très éloigné de vous. Vous êtes entouré... Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui le chef de bande, mais de gens qui sont dans le même état d'esprit. Oui. Oui, ça se trouve que... Bon, vu de loin, tout ça, c'est tout du rouge. Hein. Ouais. Mais vu de plus près, il y a beaucoup de nuances. J'aime pas trop parler de ma vie privée, comme vous le savez. D'ailleurs, je n'en parle pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ma fille à cause de la musique que j'entendais. Sinon, je ne me le serais pas permis. Et laissez-moi vous dire juste un mot sur ce sujet. Ce n'est pas que j'ai quelque chose à cacher ou que je ne sois pas fier des miens, mais c'est qu'il faut les respecter. C'est déjà assez pénible de s'appeler comme moi. Si en plus, il faut leur infliger à eux aussi la notoriété, c'est trop. Alors, oui, je vis... Vous avez vu le genre de vie que j'ai. Je suis entouré de compagnons de combat, hommes et femmes, mais ils sont très différents entre eux, ils ont des goûts différents, ils ont des... J'ai toujours dit, on ne fait pas de la musique avec une note, nous ne sommes absolument pas semblables. Donc, je ne sais pas si vous m'en faisiez le reproche d'être entouré de gens qui... Non, mais toute ma vie est dans cette idée. Mais la question, c'était pas... Ah tiens, voilà Hollande. Ah ben, il est pas beau. Ah, vous n'avez pas mis une jolie photo de lui, là. On va parler des Mais photos. apparemment, il pleuvait ce jour-là, non? Moi aussi, je me demande quelle tête j'ai. Qu'est-ce que je me suis mis sur la tête? Oui. La question qui se posait, c'était, quand j'employais le terme secte, c'était pas du tout pour critiquer, c'était qu'à un moment donné, est-ce que le fait d'être entre soi et de ne pas s'ouvrir aux autres, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un problème? Non. Là, ça commence à être un peu borderline, hein. Pourquoi une secte? Est-ce que vous savez ce que veut dire secte? Ça veut dire que des gens sont en quelque sorte hallucinés, fascinés. Je ne suis entouré que de gens libres. Libres, totalement libres. Donc il n'y a pas de secte autour de moi. Ce sont des combattants et j'aime leur compagnie. Oubliez le mot. Oubliez le mot, même si vous êtes une sorte de gourou pour eux. Mais oubliez le mot, Jean-Luc Mélenchon. Ce que je veux vous dire, c'est est-ce qu'à un moment donné, l'entre-soi, qui est très fort, parce qu'on sent bien qu'il y a une forme de solidarité entre vous, ça vous empêche d'aller vers les autres? Mais non, ça c'est une vue de l'esprit. Je ne cesse d'être avec les autres, j'ai pas le choix en plus. Je continue à prendre le métro, à aller, venir, tout le monde me parle, je connais du monde. Je ne vais pas dire... Vous comprenez, pour que je vous réponde, après que je dise « Ah, un tel est mon ami et il est de droite. » Patatras, pendant 10 ans, je vais en bouffer. Et machin, son ami. Bon, alors non, ça va, quoi. Une fois, je sais plus ce que j'ai dit à propos de Serge Dassault, avec qui j'ai des relations amusantes, amusées de sa part et de la mienne. Alors, depuis, c'est devenu mon ami Serge Dassault, comme si on allait en camping ensemble, et qu'on faisait la Saint-Valentin. Enfin, c'est pas sérieux. Donc, je suis très secret sur qui je fréquente, qui je vois, parce que je connais des gens, figurez-vous, que c'est pas que des gens de mon bord. J'ai vu, parce que vous étiez, par exemple, à la Légion d'honneur de Patrick Buisson. Oui, alors tiens, voilà encore une histoire. Ce gars, je le croise sur des plateaux de télé, il m'invite à sa Légion d'honneur. Comme tout le monde me dit, ah tiens, sauvage, tu vas jamais voir personne, t'es toujours fourré avec les rouges, bon, allez, je vais à la Légion d'honneur. Oui, enfin, c'est pas n'importe qui, Patrick Buisson, c'était... il faut aller à la Légion d'honneur de n'importe qui?
Non, mais on ne peut pas vous imaginer a priori. Patrick Buisson, il a beaucoup influencé, Mais on a non, dit Nicolas je suis un Sarkozy, élu local. avec des idées d'extrême droite, Oui. minutes autour de... Oui. Il y avait aussi Jean-Christophe Cambadélis ce jour-là. Qu'est-ce qu'on faisait là tous les deux? Mais attendez, c'est une curiosité, une gourmandise, comme si vous me disiez « Ah, on a trouvé un papillon qui a des pattes. Des pattes de lapin. Ah, on va voir. La Légion d'honneur de M. Buisson par M. Sarkozy. C'est quand même un spectacle. Gratuit. J'y vais. Et je vois le président de la République, extraordinairement agité, qui fait un discours assez étrange, où il explique qu'il lui donne la Légion d'honneur parce qu'il a été élu grâce à lui. Alors, c'est extraordinaire, je suis content d'avoir vécu ça. J'avais jamais vu un truc pareil. Donner la Légion d'honneur à quelqu'un, pas pour je ne sais quel acte de bravoure, etc., juste parce qu'il lui a permis d'être élu. Bon, voilà. Alors, Vous l'avez, vous, la Légion d'honneur? Non, ils m'ont oublié. Ça ne me manque pas, je ne demande rien, tout va bien. Je reste sur ce genre d'histoire. Vous voyez le danger de la société médiatisée? Vous-même, vous m'avez dit, ah mais vous vous rendez compte, cet homme? Oui, je me rends compte, très bien. Alors Non, je reste à la maison. je vous dis pas je ça du reste tout. barricadé avec ma secte. Je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça du tout. Je veux essayer de comprendre. Et comme vous êtes assez paradoxal malgré tout, j'aime bien comprendre les différents aspects d'une personnalité. Et pour ça d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, dans cette émission, on a une forme de tradition maintenant. On va voir une graphologue de temps en temps. En regardant votre écriture, d'abord j'étais surpris. J'en ai plusieurs d'écritures. Voyons ce qu'on me dit. Voyons ce qu'on vous dit. Je suis comme tout le monde. Vous regardez, vous, l'horoscope du Parisien, et naturellement, j'y crois pas, ça n'a aucun sens. Mais quand les nouvelles sont bonnes, j'ai tendance à y croire. Regardez, parce que, indépendamment de ce qu'elle dit, moi je trouve ça très pertinent, mais peu importe, l'écriture va interpeller les gens qui vont regarder cette émission, parce que vous n'avez pas du tout une forme d'écriture à laquelle on pouvait penser en sachant que c'était la vôtre. Bon, quand j'ai vu cette écriture à dominante de forme, typographique, cette écriture de grande dimension, avec des lettres en arcade, qui marquent aussi beaucoup de contrôle, j'ai assez vite pensé à l'écriture d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui avait très envie de s'appliquer, qui était très sérieux, très scrupuleux, avec une grande volonté de bien faire son travail, comme avec un souci d'être remarqué, j'allais dire, par la maîtresse ou par l'entourage qui allait regarder son travail. À un deuxième niveau de lecture, j'ai repéré assez vite le trait qui échappe au contrôle du scripteur, un trait pâteux qui marque plus de vulnérabilité, plus de sensibilité. En fait, derrière cette construction, cette fabrication d'écriture très sérieuse, très appliquée, on devine la sensibilité, l'émotivité de cette personne. Alors, la première série de caractères, c'est un exercice auquel je m'astreins, qui est en effet un exercice d'autocontrôle. Là, voilà, c'est ça. Alors, j'écris, j'ai des carnets. Je ne fais pas ça très régulièrement, hein, mais il y a maintenant, forcément, avec le temps, ça en fait beaucoup. J'écris d'une manière extrêmement appliquée, et ce que je raconte ne doit pas faire plus d'une page de carnet. Et j'ai le plaisir physique de faire les pleins et les déliés, de ranger les mots soigneusement, parce qu'il y a quelque chose qui tient du dessin. Et puis, au moment où vous faites cet exercice, vous rentrez en vous-même, vous cherchez la phrase, il ne faut pas se tromper, hein, parce que quand vous avez fait une belle phrase bien écrite, ce n'est pas le moment de rater un mot, ce n'est pas le moment de faire une faute d'orthographe. Donc, on doit d'abord bien réfléchir, puis se lancer, et le souffle va avec la main, les pleins et les déliés. Vous faites ça souvent? Je fais ça, je le fais plutôt l'été, parce que j'ai du temps pour moi. Et vous voyez, alors, des fois, il y a des jeux pour moi. Regardez les petites barres de thé, c'est marrant, non? Alors, je fais des petites barres de thé comme ça, et j'attends le moment où je vais pouvoir faire, là, c'est des S, vous voyez, où je vais pouvoir faire le... J'aime bien. C'est un moment de plénitude, de tranquillité. Et là, je ne sais pas ce que ça raconte, en scrutant le passé. Oui, ça dit mon incertitude sur la nature du passé. Qu'est-ce que le passé, Marc-Olivier? Tout le monde croit que le passé est une matière stable. Erreur. Le futur est beaucoup plus stable que le passé. Par exemple, là, je sais que je vais rester encore un certain temps. Mais que s'est-il vraiment passé auparavant? Que vous ai-je vraiment dit? Qu'est-ce que vous allez retirer de ce que vous m'avez demandé?
On croit qu'on apprend plus en scrutant vers le passé, et après, il n'y a plus. Et l'autre écriture, c'est laquelle alors, Jean-Luc? Alors, c'est l'écriture courante. Ça, j'écris comme ça, en écrivant vite. Le texte, c'est comme la parole, ça a son rythme, ça a son... Quand j'étais prof de français, je repérais les tricheurs qui ne savaient pas comment je les repérais. Je les repérais parce qu'ils changeaient de rythme en cours de route. Et donc, ça voulait dire qu'ils avaient copié. On voit bien à quel point l'écriture, les mots ont une importance pour vous, Jean-Luc Mélenchon. Et évidemment, jusqu'à, j'allais dire, sur scène, hein, mais disons à la tribune, ils ont un sens, les mots. Je vais vous montrer une archive, un discours pendant la campagne de 2012, où vous citez Victor Hugo. C'est rare pour un homme politique de citer un auteur. On voit bien à quel point vous êtes attaché aux mots, et peut-être les mots du passé d'ailleurs. Je vais faire quelque chose que personne ne fait dans aucun meeting. Je vais vous lire une page d'un livre. C'est un livre de Victor Hugo, Les Misérables. C'est pendant la Révolution de 1789 en 1793. Il partait du faubourg Saint-Antoine, tiens, c'est juste en dessous de chez moi. Tantôt des légions sauvages, tantôt des bandes héroïques. Sauvages. Expliquons-nous sur ce mot. Ces hommes hérissés qui, dans les jours du chaos révolutionnaire, déguenillés, hurlant, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris bouleversé. Que voulaient-ils? Ils voulaient la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous. Poussés à bout hors d'eux-mêmes, ils la réclamaient terrible, demi-nue, la massue au poing, le rougissement à la bouche. C'étaient les sauvages? Oui, oui, mais les sauvages de la civilisation. Quant à nous, si nous étions forcés à choisir entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares. Vous avez tapé sur la coudoir. Je suis fier d'avoir fait ça. Parce que, Virginie, on va faire ce qu'on n'a jamais fait nulle part. Et les gens, leurs yeux brillaient. Pas parce qu'ils étaient éblouis par Jean-Luc Mélenchon, leurs yeux brillaient de la réplique, qui était, vous voyez, nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes des gens fins. Et j'ai lu un texte de Victor Hugo qui est... Vous savez, Les Misérables, c'est le plus grand roman populiste de l'histoire, comme on dit. Hugo Chavez l'a fait traduire et il l'a lu à la télévision. Il est malheureux qu'on ait dû supporter ça. Mais bon. Et après, j'ai pris l'habitude de lire des poèmes ou des bouts de poèmes parce que, à ce moment-là, il faut bien... Les rites humains sont faits comme ça. Soit vous venez avec votre papier et puis vous lisez votre discours. Ça, sa noblesse, c'est un genre. Soit il faut alterner, ça dure, hein, mes discours. C'est 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc il y a des respirations, des moments différents. Il y a un moment pour la raison, il y a un moment pour la passion, il y a un moment pour la poésie. Et puis, je vous le redis, je suis le tribun du peuple. C'est-à-dire que je porte la parole des autres. C'est ça qu'ils attendent de moi. Pas que je vienne leur expliquer la vie, ils la connaissent. Jean-Luc, ça date pas d'hier, parce qu'on va un peu remonter le temps. Je vais vous montrer des images de mai 68. Vous êtes où en mai 68? Vous êtes dans le Jura, c'est ça? Oui, j'étais lycéen. Vous J'avais étiez pas lycéen? les idées politiques bien claires. Hein. Même... Mais j'étais un leader lycéen. Vous étiez un leader lycéen. Ces images, elles vous évoquent quoi? Ben, sur le moment, c'était extraordinaire. Quelle chance, j'ai eu de vivre ça. Et de le vivre, si vous voulez, au point de ne pas en être brûlé. Parce que j'étais en classe de première, donc je ne suis pas tombé dans les excès auxquels peut-être je me serais abandonné si j'avais été étudiant. Alors c'était un moment inouï d'histoire. Vous comprenez, comme j'ai de la peine en pensant aux plus jeunes qui n'ont jamais rien vécu. Il ne s'est rien passé au cours des 10 dernières années. Moi, j'ai vécu la fin de la colonisation, puis la fin du gaullisme. En tout cas, de ce moment de notre histoire nationale. Et plein d'événements comme ça, mai 80.
regardez ça, dis donc, comme le temps passe sur nous. Et C'est vous, là, hein? ouais, je faisais Là, vous beaucoup de stop. Pas parce que j'aimais ça, j'avais horreur de ça. Mais parce qu'il n'y avait pas de sous, alors on faisait du stop. Et vous voyez le sac que j'ai sur les genoux? Caramba, c'était la tente, elle pesait 1 tonne, ce truc. Aujourd'hui, un petit machin, vous le jetez, il se met tout seul. Et le tribun qu'on a vu là, à la tribune, qui lit du Victor Hugo, celui de mai 68 qui a 17 ans à peu près, c'est à peu près le même. Ceux qui ont vécu ça et qui vous ont observé à ce moment-là disent il avait déjà tout ça en lui. Bah dis donc, ils sont drôlement clairvoyants. Hein. Moi, je le savais pas. Hein. Non, mais vous teniez une salle. Mais je faisais, oui, c'est ça, quoi. Je sais pas vous dire. Là, je me regarde comme tout le monde se regarde plus jeune. Je suis partagé entre que j'aimerais bien y revenir un peu, et d'un autre côté, à me dire non, ma vie comme elle est là. Enfin, des choses habituelles. Mais nous étions des jeunes gens audacieux. Et je recommande à tout le monde de l'être. Je vais faire un peu le prétentieux. Une fois, Gorbatchev m'a dit, ouais, il faut faire comme votre compatriote Napoléon. On avance et puis on voit. Ben moi, je donne ça comme conseil. Avancez et vous verrez. Mais avancez, bon sang de bois. Ne restez pas avec 2 pieds dans le même soulier à regarder passer le train. Allez, en avant. Vous avez avancé au point d'être devenu presque, une icône bobo, Jean-Luc Mélenchon, à un moment donné. Il y a même, votre image a été utilisée par une agence de publicité. J'ai découvert ça là. Regardez déjà la façon dont on s'est amusé de votre image. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. Oh Jean-Luc, je te donne mes ailes pour te porter vers les présidentielles. Tu es mon capitaine à moi et pas seulement de pédalo. Ton programme, je l'ai pas lu mais j'aime ton flow. Moi je m'appelle Victoire, je suis ton plus bel espoir. Toi tu t'appelles Jean-Luc et ça c'est ton truc. Oh Jean-Luc, aujourd'hui je suis ta Bastille. Dans le cœur des gens ça brille. Je t'ai soutenu, je te soutiens, je te soutiendrai. Tu peux pouvoir sur moi, oh Jean-Luc. Je veux que tu sois comme un passage piéton, un repère en béton, pas un truc en carton. C'est une agence de publicité qui s'appelle Passage Piéton, Si c'est vous pour ça. saviez la tête que j'ai fait quand j'ai vu ça. Alors, je savais pas, parce que bon, j'ai pas toujours beaucoup d'humour, hein, quand on est... J'étais scandalisé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors après, tous les gros malins. Et pourquoi tu as fait ça? C'est pas une bonne idée. Puis alors après, et tu veux prendre le pouvoir sur elle? Vous avez vu comme elle est agitée? Qu'est-ce que je vais prendre le pouvoir sur cette femme? Ça m'a l'air beaucoup trop compliqué. Mais c'est pour dire, on savait plus quoi faire. Et ça s'est passé tout seul. Je leur en veux pas. C'était drôle, finalement. C'était drôle, et puis ça a été pris comme ça par tout le monde. Mais vous ne l'avez pas pris d'abord comme un hommage? Non, sur le moment, ça ne m'a pas plu. Mais ça, c'est le côté tragiquement sérieux de l'action politique. Je ne trouvais pas ça drôle. Je trouvais que c'était presque offensant. Mais après, bon, avec le recul, tout ça, c'est plutôt drôle quand même. Et puis... Mais comment vous expliquez, Jean-Luc? Mais ils ne m'ont jamais appelé, ni dit un mot, ni rien. Code, pouf. Comment vous expliquez d'être à ce point populaire, d'une certaine manière, pour être utilisé dans ce cadre-là, et il n'y a pas une adhésion autour de vos idées? Est-ce que vous êtes plus, finalement, c'est l'image qui séduit, mais pas ce que vous proposez? Non, d'abord, vous êtes injuste. Un peu quand même. 4 millions de personnes qui votent pour vous, essayez de le faire, Marc-Olivier. Bon, je représente, à un moment donné, j'ai incarné quelque chose. Et les sondages disent que le 30% des électeurs de Hollande ont hésité entre lui et moi. S'ils avaient fait un autre choix, eh bien, c'est moi qui aurais été en tête de la gauche. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, c'est 2005, vous voyez. On avait gagné. Waouh! Vous n'avez pas le visage Avec qu'on a rien. l'habitude de voir. Là, vous rayonnez, alors que vous êtes J'ai souvent... des oscillations de poids, moi, par contre. Hein. Oui, bien sûr, c'était inouï qu'on ait gagné. Vous n'avez pas le même visage. Au-delà du poids, vous avez souvent la mâchoire un peu serrée, Jean-Luc Mélenchon, un peu en dedans,
Et là, vous êtes relâché. La victoire, elle procure ça chez vous. Ouais. Splendeur du peuple français. Bam, 55 contre. On va revenir, Jean-Luc, sur un élément dont on a parlé tout à l'heure. Vous m'avez ouvert une porte que je ne connaissais pas, ce problème d'audition. Je savais qu'il existait, mais vous expliquez votre paranoïa, d'une certaine manière, par ça. On va commencer en prenant une phrase de Michel Denisot dans son livre. Il raconte que vous avez été un jour déjeuner avec lui. Il avait pris une table au milieu du restaurant et vous dites « Je suis désolé, mais on ne peut pas s'asseoir là ». Il vous répond « Ah bon ? Non, il faut que je sois dans un coin. J'ai trop peur qu'on m'attaque ». Là, vous en rigolez, mais apparemment, c'est quelque chose de sérieux et d'assez ancré chez vous. Oui, mais je blague. Je dis on m'attaque, qu'est-ce qui va... je ne peux pas manger en tournant le dos à la salle, c'est vrai. Pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que comme je ne m'entends pas arriver, et les gens ne sont pas toujours très précautionneux avec moi. Ils surgissent tout d'un coup, ils me mettent la main dessus. Donc je préfère voir, et de la sorte, je peux être plus agréable. Mais par exemple, quand vous êtes sur les plateaux de télévision, notamment avec les journalistes, mais pas que, on va y venir, on voit bien que... C'est très dangereux, un journaliste. Non, je crois pas. Ça dépend comment on l'écoute. Regardez, évidemment, le Mélenchon qui s'énerve face aux journalistes. Et puis on parlera de cette façon que vous avez de vous sentir toujours agressé par les journalistes, mais aussi par les autres. Mon cher Demorand, figurez-vous que j'ai été élu. Et comme député européen, ça se passe comme ça aussi ? Oui, monsieur Demorand, j'ai été élu 2 fois conseiller général, pas vous. Alors remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Ne pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, non, c'est bon, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît ? On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012... Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Est-ce qu'en 2012, vous m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout. Non, c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Attendez, non mais, monsieur Aziza, pas tout de suite les provoque. D'abord le fond. Mais il nous reste 3 minutes. Il vous reste 3 minutes, et ben vous irez vous faire voir. Vous n'aurez pas vos provocations. On va finir. Non, on peut revenir sur l'Europe. Et oui, justement sur l'Europe. Et bien on va revenir après sur le programme. Oh, mais vous pouvez finir une phrase. Une phrase parce que nos amis attendent. Allez au diable. Voilà, allez au diable, tant mieux. Merci beaucoup. C'est efficace, mais je voudrais qu'on se pose... C'est très efficace. Vous savez, Demorand, il s'est excusé, parce qu'il avait tort et il le savait. C'est quelqu'un que je respecte depuis qu'il a reconnu qu'il avait tort. Quant à la petite séquence, là, elle est infâme, parce qu'elle traîne maintenant depuis... Face aux journalistes dans la rue, c'est ça ? Oui, le petit poète-poète, là, je sais pas quoi, là. C'est absolument ignoble. Parce que ce matin-là, j'ai 58 ans, je n'en peux plus, je suis épuisé par la campagne que je viens de mener. Me tombe dessus quelqu'un qui pose une question inepte et qui me fait perdre mon temps alors que je suis épuisé. Mais on me le ressortira sans arrêt. Oubliez l'image et dites-moi... Non, je ne peux pas oublier l'image, vous l'avez passée, Marc. Oubliez l'image et dites-moi si... Vous l'avez passée, donc c'est que pour vous, elle a un sens. Bien sûr qu'elle a un sens, parce que est-ce que de temps en temps... Quand Demorand commence par me dire, avec son espèce de pyjama, accoudé comme ça, vous n'avez pas été élu au suffrage universel, doucement quand même. Les journalistes n'ont pas tous les droits. Jean-Luc, c'est pas la question. Mais si, monsieur Marc, écoutez-moi pourquoi c'est la question. Parce que la dignité des gens, c'est le point de départ d'un engagement de gauche. Personne ne me parlera jamais sur ce ton. Jean-Luc, oui. Pour préparer l'émission, j'ai parlé à beaucoup de gens autour de vous, des gens qui vous aiment beaucoup, et qui disent, c'est dingue, ils n'arrivent pas à contrôler de temps en temps les choses, voilà. Et ils le regrettent amèrement parce qu'ils pensent être allés trop loin, mais il y a des choses qui le dépassent. Ce ne sont pas des gens qui m'aiment. Les gens qui vous racontent ça ne sont pas des gens qui m'aiment. Ils veulent parler d'eux-mêmes, ils veulent montrer à quel point ils sont importants. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tout ce qui essaiera de faire de moi cette image-là est une insulte. Je le vis très mal. L'acide passe sous l'armure. Et je sais que votre jeu consiste à sans cesse planter le clou au même endroit de la croix. Narguer, moquer, parce que je ne suis pas de votre monde, parce que je ne suis pas né comme vous avec une cuillère d'argent dans la bouche, parce que je ne passe pas mes vacances avec vous, parce que je déteste votre monde, ces valeurs de pacotille, cet univers entier fait de paraître,
mes cœurs. Jean-Luc, vous savez ce qui est troublant? Alors là, vous allez dire, oui, il ne se contrôle plus, regardez. Mais non, Là, vous voulez la sincérité parfumée. non, pas du tout. Je veux la Vous sincérité. voulez la force avec des perruques. Je vais pointer du doigt une contradiction, si vous voulez bien. Au tout début de l'émission, alors qu'on n'abordait pas ce thème-là précisément de la colère, vous me le disiez de vous-même. Je me laisse emporter. De temps en temps, ça Mais me qu'est-ce que déborde. vous voulez me faire avouer? Non, pas du tout. Bon. Je veux pointer cette ambiguïté-là. Tout à l'heure, je vous Mais parle non, pas de parce ça, que vous ne- et nous vous me le parlez- racontez, Ouais. et maintenant que je vous en parle, Non, parce que vous dénoncez la on n'emploie caricature. pas les mêmes mots. Les mots qu'on emploie ne désignent pas les mêmes choses. Et c'est pas le problème, c'est toujours le problème du vocabulaire. Ça a toujours été un problème. Et parfois, les choses n'ont même pas de mots pour être désignées. Il faut les montrer du doigt. Bon, et non, je sais qu'il y a la volonté permanente de disqualifier. D'habitude, c'est aux femmes qu'on fait ça. On ne cesse de leur dire mais calme-toi, tu es une hystérie, calme-toi, tu es une hystérie, calme-toi. 10 fois, 20 fois, 100 fois, le même miroir. Et à ce moment-là, à un moment donné, les bras tombent. Oui, elle se calme, elle ne dit plus rien. Le système a gagné. Le système voudrait que je lui ressemble. Que je sois assez mondain pour supporter l'offense avec le sourire, rire de tout, trouver plaisant que l'on me moque, que l'on me filme en gros plan, un matin où j'ai dormi 4 heures, et qu'un jeune homme de 20 ans pose une question inepte et que je trouve ça follement drôle. Non, cela m'offense. En fait, Jean-Luc, la question que je vais vous poser autrement, c'est est-ce que vous n'avez pas une hypersensibilité qui vous fait penser qu'on vous offense alors qu'il n'y a pas la volonté de vous offenser? Est-ce que je suis hypersensible? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Oui, je suis un homme sensible comme beaucoup d'autres hommes. Mais vous croyez qu'à 64 ans, on n'a pas appris à se contrôler? Vous le croyez? Bien sûr que non. Bon, donc c'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est de savoir quel rapport on a à la domination que les autres essayent, la domination sociale que les autres essayent de vous imposer. La première chose que les gens qui m'aiment ou qui luttent avec moi m'attribuent comme qualité, c'est de tenir tête. Je ne cède pas. Voilà. Et le vieux m'avait dit, ne cédez jamais, marchez votre chemin. Eh bien, je marche mon chemin et je ne me laisserai jamais intérioriser les critiques qui tiennent à mon comportement. Parler de mes idées, de mes livres, dites que j'écris mal, mais pas ça. Ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché quand j'étais le bigot de service à 12 ans, ça ne marchera pas à 64 ans. On va aborder un dernier chapitre, Jean-Luc Mélenchon, on approche de la fin de l'émission, parce qu'il y a toute une part cachée de vous-même, hein, Jean-Luc, qu'on a découvert en préparant cette émission, des espèces de passions auxquelles on ne vous associe pas forcément, et qui montrent un Mélenchon un peu poète, hein, et même assez doux. Pour nous en parler, il y a quelqu'un qui est là, que vous connaissez bien, il a été votre garde du corps. Vous voyez de qui je veux parler? Benoît Scheckenberger. Il est agrégé de philosophie, puisque vous ne faites rien comme les autres. Votre garde du corps est agrégé de philosophie. Il est à côté. Bonsoir, Benoît. Bonsoir. Merci. Benoît, dans quoi te voilà embarqué? Tu vois, tout est apparence, je suis là et je suis pas là. Alors, Benoît est docteur en philo. Ouais. Et d'une manière assez incroyable, il est aussi professeur de karaté. Et c'est un organisateur hors pair, quoi qu'il ne soit pas de la même tradition philosophique de gauche que moi. Il est plutôt libertaire, je peux dire ça comme ça? Anarcho-jacobin, presque. Voilà. Et bon, et on s'est rencontrés, c'est une amitié très profonde que j'ai pour lui. Il est mon cadet et je l'admire beaucoup. Benoît, vous avez beaucoup marché, notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est un grand marcheur. Et puis, dans les transports, en revenant de manif, il y a un moment de relaxation. Et à ce moment-là, on parle d'autre chose. On parle de ce qu'on voit, d'architecture. Je me souviens d'une manifestation, je crois que c'était sur le parvis de Notre-Dame. Et Jean-Luc s'est arrêté. Il a commencé à décrire aux gens qui passaient, des militants, des touristes, les différents symboles de la façade, comme ça, inopénément. Vous parlez d'astronomie avec lui, par exemple? On a des conversations sur la cosmologie. Vous savez, même dans son dernier livre, il y a un chapitre sur le temps. Il en a parlé tout à l'heure, du passé, du futur. C'est quelque chose qui le passionne à la fois pour la culture,
mais aussi parce que politiquement, savoir si le temps est libre, si on peut agir dessus, c'est une vraie question fondamentale. Vous avez parlé avec lui de science-fiction ? Un peu de science-fiction. Je crois qu'on avait abordé la question de l'histoire chez Asimov. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire est déterminée ? Est-ce qu'on peut agir dessus ? Comment comprendre que dans le monde aussi déterminé de l'univers, nous qui sommes rien, une poussière d'étoiles, diraient les épicuriens, on peut agir quand même un petit peu. Voilà, on a ces genres d'extrapolation métaphysique presque. Vous avez lu combien de romans de science-fiction, Jean-Luc Mélenchon ? 600, 700. Je sais pas, ça tient... c'est un petit meuble comme ça. Mais bon, il y a de tout hein, dans la science-fiction. On appelle science-fiction des choses très différentes. Ouais. Benoît, sa passion pour le dessin, il vous l'a fait partager aussi ? Oui, parce que d'abord, il dessine de temps en temps. Et puis, dans la rue, il est attentif aux détails. On s'arrête pour une fresque. Il prend des photos. Et puis, il essaye après de voir comment alimenter son blog. Vous savez, c'est un homme politique qui a alimenté son discours politique avec des références puisées dans la rue, dans l'art des peuples, l'art populaire. Ça vient de tous ces moments passés à marcher ensemble. On va regarder des dessins. Restez avec nous, Benoît. On va regarder des dessins de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'ai hésité, hein, je vais vous raconter ça. Ça, c'était quand vous étiez presque journaliste. Vous étiez caricaturiste, dessinateur de presse. Regardez, il y a déjà une critique des médias, vous voyez ? La vie sur les branches. Alors là, la loi, elle dit non, sans blague. Lis-moi les détails. Le canard s'appelle le cri. L'autre, il dit le journal ne s'intéresse pas aux détails. Il n'y a qu'un point d'exclamation. La musique aussi ? Je ne suis pas musicien pour la raison que vous devinez. Donc l'audition mais je suis bon danseur. Vous êtes bon danseur ? Ouais. Nous, on a sorti 2 chansons que vous aimez beaucoup. Il y en a plein d'autres, mais elles sont très différentes. Il y en a une qui est un peu, pas paillarde, mais grivoise d'une certaine manière. Et puis une autre assez inattendue. Regardez. Elle essayait parfois, de le charmer, de le griser, avec un gentil baiser. Elle espérait, je crois, qu'affolé de désir, il voudrait lui faire plaisir. Mais comme un petit égoïste, il se laissait dorloter. Et après, mon Dieu, que c'est triste, le trompette aussitôt s'endormait. Oh, dis chérie, oh, joue-moi ça, de la trompette, de la trompette. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Alors tout d'abord, Zanini, la trompette, trompette avec une allusion évidente. Il y a une histoire, parce que quand on fait des kilomètres dans ma circonscription du Grand Sud-Ouest, bon, au bout d'un moment, il faut quand même un peu aussi s'amuser, rire. Alors on passe de la musique, et la copine, la camarade qui m'escorte à chaque fois, la pauvre, c'est une corvée, alors j'essaye de l'amuser, et je trouve des chansons comme ça, et je les lui apprends. Et donc, je lui ai appris à chanter la trompette en bois, parce qu'on était pliés de rire toute la route. Bon, vous arrivez, vous êtes joyeux, vous êtes content, voilà. C'est sans prétention. Et Carla Carla Bruni, j'aime beaucoup sa voix. Alors, on dit, c'est pas une voix, c'est un filet de voix. Si, c'est une voix, et peu me choque qu'elle soit l'épouse du président. Ça n'a rien à voir avec son talent, dont je suis admirateur, je ne veux pas le cacher. Et alors, ça va me valoir toutes sortes de commentaires, évidemment. Est-ce que Mélenchon se rapproche de Sarkozy parce qu'il aime... Arrêtez de penser toujours qu'on va commenter, qu'on va chercher le mal. Arrêtez de penser ça tout le temps, Jean-Luc Mélenchon. J'ai intérêt à me préparer. Parce que vous m'avez quand même ressorti la Légion d'honneur de Buisson, d'accord? Donc, figurez-vous que je suis rodé. Hein. Alors, non, j'aime beaucoup sa voix. Il se trouve que le hasard de l'existence... cette chanson de Carla Bruni m'a aussi été présente dans la période de ma vie où j'allais fort mal. Et on a parlé de la déprime tout à l'heure, après 2002. Et ça reste associé pour moi à l'effort de reconquête.
sur moi, voilà. J'aime beaucoup sa voix. Il y a beaucoup de périodes comme ça où vous allez mal, et on va conclure là-dessus, mais il y a beaucoup de périodes comme ça où vous allez mal? Plus qu'on ne le croit? Bah, il y a des moments, oui, où ça va mal. Je ne suis pas à moitié dans ce que je fais, pas semblant. C'est pas une carrière. Évidemment, quand on se retourne, si je me retourne, on me dit « Ah, vous avez fait une belle carrière ». Quelle carrière? Je ne faisais pas carrière. J'étais un militant, et je faisais les choses à mesure. Je suis toujours. Bon, alors il y a des moments, écoutez, en ce moment, vous voulez quand même pas que je pétarade, non? Alors, ça va mieux dans le sud de l'Europe, on voit les points d'appui. Évidemment, c'est ma fête. Ça marche pour les Grecs. On dit « Ah, vous essayez de récupérer ». Ah, voilà, bon, ok, fermez le banc. Donc, et ça sert à dire « Et pourquoi vous n'y arrivez pas, vous ?» Bon, c'est vrai, pourquoi j'y arrive pas? Moi, c'est pas moi. Il y a des moments comme ça où il y a des coups de blues. Jean-Luc? Oui. Est-ce que c'est facile de vivre avec vous, avec ce tempérament qu'on a bien vu depuis 1 heure, volcanique, avec ses hauts, ses bas? C'est facile de vivre avec vous? C'est possible? Pas, moi. Non, mais vous le savez, est-ce que c'est possible? Je rentre pas dans votre vie privée, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais pas non plus me déprécier, non? Non, mais vous savez si certaines ont dû renoncer parce que c'était trop compliqué. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai été beaucoup aimé. Et s'il y a eu du tort, je pense que ça a toujours été de ma faute. Peut-être à force d'aller comme ça, se jeter la tête à première dans tout. Mais bon, est-ce que c'est pénible? J'en sais rien, moi, leur demander. Non, leur demandez rien. Je vais vous demander de débriefer l'émission. On est arrivé au terme de l'émission. Jean-Luc, vous avez dit pas mal de choses. On va se retourner, vous allez me faire face, et puis on va débriefer en quelques minutes tout ce qu'on vient de se dire. Ah, ça tourne tout seul, dis donc. Vous avez supporté ça, vous? Vous êtes trouvé comment? J'ai répondu avec sincérité. Le côté un peu nombriliste de cet exercice est gênant, comme est mal à l'aise. Je suis encore de la vieille gauche, moi, où on n'aime pas trop parler de soi. Et pourtant, on fait ça pendant 2 plombes, quoi. Donc je l'ai fait, donc je ne vais pas dire c'est pas vrai, je ne l'ai pas fait. Hein. Je me suis... j'ai accepté le pari que vous me lanciez, la proposition que vous me faisiez. Vous m'avez dit, on va peut-être vous voir d'une autre manière. Et maintenant, je me dis, non, je crois qu'ils ne vont pas me voir d'une autre manière. Moi, je crois que oui, Jean-Luc, sauf sur le côté colérique. Parce que j'ai souffert, Marco, vous vous rendez pas compte. Ce n'est pas vrai qu'on a beau avoir une armure, l'acide passe sous l'armure. Je suis blessé. Ça fait 10 ans que ça dure. 31 fois la même photo de moi dans le journal Le Monde, présentée comme un dingue, la bouche ouverte, les mains encrochées, les cheveux dans le vent. Est-ce que vous, parce que on a bien compris, vous avez l'impression qu'on vous tape dessus, mais vous tapez en retour, vous ne laissez pas faire. Est-ce que vous, l'homme de gauche, très sensible aux autres, de temps en temps, vous dites qu'il n'y a pas une forme de contradiction à taper si fort, à faire mal de temps en temps? Non. Alors que... c'est la lutte, hein. Mais moi, je tape avec des mots. Vous pouvez... Reprenez-moi à la blague. Mais enfin, rendez-vous compte de la situation. La moitié du temps, je parle avec des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, qui ramènent tout à des scénarios à la noix étroits comme ça. Vous dites, faut peut-être pas faire la guerre en Ukraine. Il est pour Poutine. Bon. Et avant, on m'avait repeint en saddamiste, en bachariste. Chaque fois que je m'oppose à une guerre, c'est que je suis avec l'autre. En fait, vous êtes trop complexe pour le système médiatique, en fait. Et là, on a essayé de comprendre. Mais il y a un peu de ça. Mais vous êtes plus complexe que l'image que vous avez. Et finalement, on vous caricature, c'est ce que vous dites. Ou alors, je peux pas jouer un rôle, c'est ça. Pardon, c'est très prétentieux ce que je veux vous dire. À force, je finis par être le personnage. C'est ça. Hein, c'est ça. Bon, mais moi, je suis une personne, je suis pas le personnage. Et la personne, elle est là, palpitante, souffrante, aimante. Et le personnage, il me fatigue, quoi, à la fin. Je dois me le porter tous les jours. Je me lève dès que j'arrive en bas, me la repeint en Mélenchon. Donc, il faut aller dans la. Bon. Le personnage, il me fatigue, c'est ce que je vais retenir.
Je vais terminer là-dessus. Le personnage, il me fatigue. Vous savez Dès que je descends dans la rue, me voilà repeint en Mélenchon. Une fois, j'ai dit, et vous dites, ah, qu'est-ce que j'aime vous entendre. Et moi, j'ai dit à cette personne bravissime, je lui dis, et moi, qu'est-ce que j'aime plus m'entendre. Tu vois, parce que parler des heures comme ça, voilà. Je vais vous demander une dernière phrase pour terminer comme d'habitude. Parce que là, c'était filmé, zut. Voilà. Vous avez vu comment on se fait avoir? Derrière vous, une phrase. Jean-Luc Mélenchon, pour vivre heureux, et vous terminez, puis après, on vous entend plus. Enfin, pour ce soir. Vous complétez? Vivons pleinement. Merci Jean-Luc Mélenchon.